Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça faisait un moment mais j'avais envie de refaire une petite sélection de réécriture et aujourd'hui on ne va parler ni de contes ni de mythologie grecque pour changer un petit peu. Sans grande surprise, comme d'habitude, vous l'avez vu dans le titre, le suspense est littéralement inexistant. J'avais envie de vous parler de légendes arthuriennes. D'une manière générale, ce sont des légendes, c'est un folklore que j'affectionne particulièrement, avec lequel je renoue progressivement. J'ai eu une période où j'aimais beaucoup ça, et puis tout un passage à vide où globalement je me suis pas particulièrement intéressée. C'est vrai que ces dernières années, je pense qu'en plus on voit de plus en plus de chouettes réécritures émerger, ce qui participe probablement à ça, mais j'ai de plus en plus envie de m'y remettre et d'en apprendre davantage, tout simplement, comme ça peut être le cas avec la mythologie grecque, comme ça peut être le cas avec d'autres mythologies ou d'autres contes que je connais un petit peu moins. Je trouve que vraiment ces réécritures, c'est pour moi la bonne façon d'avoir des récits résolument modernes avec des twists intéressants et à la fois d'en apprendre davantage sur des monuments culturels et sur des classiques qui ont énormément marqué et influencé énormément d'œuvres par la suite, qu'elles soient littéraire, cinématographique, musical ou que sais-je. Bref, j'ai un petit peu plus de livres à vous présenter qu'habituellement. Souvent dans les réécritures, je tourne à 5 ou 6. Là, il y en a un tout petit peu plus, mais la dernière, c'est un graphique, donc finalement, je vais retomber à peu près sur mes pattes, je pense, en termes de durée. On va voir, on va essayer d'être relativement efficace quand même, et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer par 2 livres que j'appellerais des réécritures parcellaires, c'est-à-dire qui se basent sur un personnage, en l'occurrence à chaque fois, de ces légendes arthuriennes et qui l'intègrent dans leur univers, en l'occurrence très différent de celui de base, et c'est un procédé que j'affectionne particulièrement, que j'ai pas forcément vu dans énormément de réécritures outre celle-ci, mais c'est vrai que les légendes arthuriennes s'y prêtent pas mal parce que c'est très ancré dans le monde notamment anglo-saxon et qui a par certains côtés cette espèce d'ambiguïté historique, fantastique, fantasy, réaliste dans le fait que peut-être le roi Arthur aurait existé ou pas, etc. Il y a voilà, cette espèce de doute qui plane, qui a un bon terreau globalement aux histoires et notamment aux réécritures et à la réinterprétation de cette ambiguïté en particulier. Et ça fonctionne plutôt pas mal dans ces livres-là, notamment le premier étant La quête des Willan, ici le 2e tome, Les frontières de glace de Pierre Bottero aux éditions Rageot. Pourquoi le 2e tome? Honnêtement, c'est une réécriture qui plane un petit peu sur toute cette première trilogie et parfois par petites touches, par petites références, même dans la suite. Mais en gros, ici, dans cette low fantasy, si vous ne connaissez pas du tout le travail de Pierre Bottero, que je vous encourage vivement à découvrir parce que c'est absolument formidable, on va suivre le personnage d'Ewillan, qui est une jeune collégienne, somme toute assez classique, si ce n'est qu'elle est plutôt très brillante et qu'elle se débrouille pas trop mal globalement malgré une famille peu sympathique, qui va du jour au lendemain se retrouver propulsée avec son meilleur ami Salim dans un univers de fantasy auquel elle ne comprend pas grand chose, si ce n'est qu'elle posséderait un pouvoir un petit peu particulier qu'on appelle l'art du dessin, et c'est ici qu'intervient la réécriture puisque Pierre Bottero a twisté le personnage de Merlin, l'extrêmement célèbre enchanteur des légendes arthuriennes, pour l'intégrer dans son univers de Glendalavir avec ce côté art du dessin, donc cette espèce de magie alternative, mais également son histoire donc avec Viviane, cette histoire d'amour un petit peu tragique qui a pareil énormément de versions différentes. Je dois dire que j'apprécie pas mal celle-ci, ou en tout cas ce que Pierre Bottero en a fait, et voilà. C'est pour moi une très chouette réécriture que j'avais vraiment beaucoup apprécié découvrir quand je l'ai lu pour la première fois, ce tome-là, c'est-à-dire il y a fort longtemps. C'était un petit peu les prémices pour moi de la réécriture et de ce que ça peut apporter à un livre quand on a une référence qui vient s'y glisser et qui apporte un petit peu de profondeur et d'ampleur à tout ça, et j'avais trouvé ça assez génial et c'est encore le cas aujourd'hui. Encore une fois, si vous n'avez jamais lu Pierre Bottero, si vous n'avez jamais lu Ewillan, je vous le recommande chaudement. C'est sa série probablement la plus jeunesse parmi toutes celles de Gwendalavir. C'est pas forcément celle par laquelle je conseillerais de commencer. Après, ça dépend un petit peu de ce que vous préférez. C'est la première en termes de chronologie d'écriture, mais en termes de chronologie de l'histoire, elle se passe après les 2 premiers tomes du Pacte des Marchands, donc d'Elana. Donc
à voir. Mais en tout cas, si jamais vous avez l'occasion de les découvrir, je vous les recommande extrêmement chaudement. Et la deuxième réécriture parcellaire, également parmi une de mes sagas favorites, mais dans un genre très différent puisqu'on quitte la fantasy pour l'urban fantasy et même la bitlit, avec ici le deuxième tome de Alpha et Omega, Terrain de chasse de Patricia Briggs aux éditions Milady, qui a d'ailleurs énormément d'étain sur la tranche. J'ai galéré à le retrouver tout à l'heure parce que je cherchais du violet et il n'est plus particulièrement violet, n'est-ce pas? Toujours est-il que, comme je le disais, on est ici dans une série de bitlit. C'est la série spin-off de Mercy Thompson qui est la saga la plus connue de l'autrice à mon sens, que j'aime particulièrement également. De toute façon, je suis très fan de tout le travail de Patricia Briggs et notamment de son traitement des personnages et de son traitement de la culture et de la façon dont elle l'intègre dans son récit de manière générale, que ce soit le folklore celte, que ce soit le folklore natif américain, que ce soit des mythes et des légendes un petit peu partout. Je trouve qu'elle fait ça extrêmement bien et dans un respect et dans une forme de narration que j'apprécie particulièrement, et c'est typiquement le cas ici puisque dans ce volume en particulier on va suivre un personnage qui est une espèce de réécriture, réinterprétation du roi Arthur, rien que ça, où on joue encore une fois avec cette espèce d'ambiguïté de savoir si le roi Arthur a réellement existé ou non, si c'est un personnage historique ou un personnage fantaisiste complètement inventé, d'autant qu'ici on est dans un univers de bitlit avec des loups-garous, donc la fantaisie est quand même de mise en grande partie. Et voilà, il y a ce truc un petit peu ambigu où on sait pas trop quoi en penser, on sait pas trop quoi penser de ce personnage, et ça fonctionne très bien. Il y a un autre personnage que je ne vous spoilerai pas mais qui est aussi un petit peu impliqué dans cette réécriture arthurienne, et encore une fois c'est une de mes préférées en la matière. Je trouve que le travail de Patricia Briggs est comme toujours très cool, et c'est plein de rebondissements et c'est plein de retournements de situation avec une fin assez surprenante et finalement assez cohérente dans la façon dont ça s'enchaîne. C'est de la très bonne bitlit pour moi, encore une fois. Si c'est un genre que vous appréciez et que vous n'avez pas encore découverte, je vous la recommande extrêmement chaude. Ensuite, on va passer à ce qui sont probablement les réécritures les plus classiques et peut-être celles auxquelles vous pensez en priorité quand on parle de réécriture de légendes arthuriennes. Je pense que c'est vraiment les vieux de la vieille, entre guillemets. La première n'est autre que L'Enchanteur de Brené Barjavel, que j'ai ici aux éditions Folio. J'ai un truc un peu étrange avec cette couverture où d'un côté, je la trouve très adaptée et assez intéressante, et de l'autre je suis un peu repoussée à tirer. C'est très bizarre, mais finalement elle fonctionne pas mal avec ce livre. C'est un livre que j'ai lu il y a extrêmement longtemps, donc j'en ai pas énormément de souvenirs, mais j'en garde une bonne impression. J'avais passé un bon moment à l'époque, et c'était pas dit parce que c'était pas forcément la période où je lisais ce type de récit fantasy assez lourd, avec un style qui était quand même pas forcément le plus simple, etc. Je l'ai lu vraiment il y a très longtemps, plutôt ma période romance et lecture légère, donc c'est assez étonnant finalement qu'il m'ait aussi plu, mais ça avait bien fonctionné avec moi. Vous vous en doutez peut-être au vu du titre, c'est une réécriture de Merlin, encore une fois, de L'Enchanteur, et également de son histoire avec Viviane et de plus ou moins son implication dans la table ronde avec le roi Arthur, etc. Mais d'assez loin finalement, on se concentre vraiment plus sur l'histoire de Merlin en tant que telle. Et ouais, j'avais trouvé ça plutôt chouette à l'époque. Je ne saurais pas trop vous dire ce que j'en pense aujourd'hui, je ne suis pas certaine d'avoir envie de le relire, mais je le garde parce que j'en garde un bon souvenir et qu'il n'est pas exclu quand même que je lui redonne une chance dans quelques années, parce que si c'est pas du tout la priorité à l'heure actuelle, ça le sera peut-être plus tard et il sera là à attendre dans mes étagères le moment opportun. La deuxième réécriture extrêmement classique dont je voulais vous parler, je ne l'ai plus en ma possession, il s'agit des Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, que j'avais lu pareil il y a assez longtemps, je pense que ça doit faire une dizaine d'années, quelque chose comme ça, à la suite d'une vidéo de Margot Liseuse qui en parlait de façon très élogieuse et qui m'avait pas mal intriguée, parce qu'encore une fois c'était le moment où je cherchais un petit peu ce qui me bottait, et notamment je me suis rendu compte que j'appréciais pas mal les réécritures, donc je voulais tenter celle-ci. Et la raison pour laquelle elle n'est plus dans mes étagères, c'est que je ne l'ai malheureusement pas particulièrement appréciée. J'ai lu les 2 tomes de l'intégrale, ce qui doit être la première intégrale je crois, à l'époque, et ça s'est lu, je l'ai fini. Alors honnêtement, j'abandonnais bien moins facilement les livres à l'époque qu'actuellement, mais voilà, je suis allée au bout, bon gré mal gré, et c'était pas catastrophique, notamment parce que c'était bien écrit et qu'il y a des passages que j'enchaînais plutôt pas mal, mais je n'ai absolument pas réussi à m'attacher au personnage, et par là
tous les enjeux me sont passés un petit peu au-dessus de la tête et toutes les intrigues politiques, etc. pareil, ne m'ont pas particulièrement convaincue. Je pense que le gros souci que j'ai eu avec cette réécriture, c'est vraiment les personnages que je trouvais pas attachants, et même en termes de personnages féminins, je les trouvais assez antipathiques, ce qui est très dommage parce que pour moi les femmes de la légende arthurienne c'est une part extrêmement importante de celle-ci, et vous le verrez dans les réécritures suivantes, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement maintenant, et au contraire les réécritures de légende arthurienne avec des femmes forte avec des personnages féminins intéressants, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc voilà, je suis un peu mi-figue mi-raisin sur cette réécriture, voire même plus chafouin qu'autre chose. Cela étant dit, énormément de gens l'ont apprécié, et comme je le disais, je l'ai lu il y a quelques années maintenant, je n'ai probablement plus du tout les mêmes goûts littéraires qu'à l'époque. Peut-être que si je la relisais maintenant, je l'apprécierais davantage. Cela étant dit, je n'ai pas particulièrement envie de retenter l'expérience parce que je n'ai pas été convaincue la première fois et que ça m'a pris du temps, de l'énergie, et que j'ai beaucoup d'autres choses à lire que des choses qui n'ont pas transcendé au premier abord. Donc tant pis, c'est une réécriture qui ne l'a pas fait pour moi, mais je tenais tout de même à vous la présenter parce que elle a sa petite renommée et ça fait partie à mon sens des incontournables en la matière. On va passer du coup, comme je vous le disais, aux réécritures qui à mon sens sont beaucoup plus modernes et font la part belle aux personnages féminins de la légende arthurienne, ce que j'apprécie particulièrement et ce qui me ravit largement. La première dont j'ai parlé relativement récemment, je pense, n'est autre que La Duperie de Guenièvre, donc ici le premier tome de l'ascension de Camelot de Kirsten White aux éditions de Saxus, que j'ai enrôlé très joli ma foi. J'ai déjà lu le deuxième tome de cette trilogie et le troisième attend gentiment que je le sorte de ma pile à lire, ce qui, je l'espère, aura lieu avant la fin de l'année parce que j'aimerais vraiment beaucoup conclure cette trilogie que pour l'instant j'aime beaucoup. On est ici dans une réécriture young adult, dans de la high fantasy, tout ce qu'il y a de plus classique, mais avec un personnage de Guenièvre que l'on suit de façon quasi exclusive et que j'affectionne particulièrement, qui fait des choix un petit peu différents, qui a une place un petit peu différente également que dans la légende classique, et notamment par rapport à sa relation avec Arthur et au rôle qui lui est alloué par celui-ci, par rapport à sa relation avec Merlin également, qui est très intéressante à mon sens. Il y a vraiment plein de choses qui sont un petit peu twistées par rapport à la légende de base et qui, je trouve, fonctionnent très bien. De même par rapport à sa relation avec les autres personnages comme Lancelot ou d'autres personnages un petit peu plus secondaires dans la légende de base, que je ne vous spoilerai pas ici parce que je trouve que ça en dit quand même pas mal sur l'intrigue de ces deux premiers tomes. C'est vraiment une réécriture que je trouve originale, que je trouve intéressante et intelligente dans la façon où elle fait ressortir certaines thématiques, certains aspects de la légende arthurienne qui sont pas forcément mis en valeur, que ce soit dans le média de base ou dans les réécritures un petit peu plus classiques, mais on a toujours les choses assez importantes sur les conflits religieux, l'ancienne religion, la nouvelle religion, sur les intrigues politiques, sur le rôle de Merlin qui est extrêmement ambigu également et pas toujours dans le bon sens clairement, sur la relation Guenièvre-Arthur, sur le rôle d'Arthur et sa place en tant que roi de Camelot, de l'ogre et de tout ce que ça peut impliquer. Enfin, il y a vraiment toutes ces thématiques-là qui sont très bien abordées et très intéressantes je trouve dans ce type de réécriture. C'est un roman young adulte qui, je trouve, ne tombe pas dans tous les clichés du genre, ce qui est toujours appréciable. Comme je disais, j'ai très hâte de finir cette trilogie, j'espère vous en reparler d'ici la fin de l'année et j'espère que le troisième et dernier volume saura me convaincre autant que l'ont fait les deux précédents. Et le dernier roman lu que je voulais vous présenter dans cette thématique de réécriture de légende arthurienne, c'est pareil, une lecture très récente que j'ai eu le plaisir de faire en lecture commune avec Lucie, comme énormément d'autres LC, et c'est donc Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions Albin Michel Imaginaire, et je viens de me rendre compte qu'on était moite-moite dans cette vidéo sur les réécritures francophones et les réécritures anglophones, ce qui est assez marrant et finalement assez logique parce que la légende du roi Arthur, c'est un petit peu un héritage, alors c'est très anglo-saxon, mais il y a, avec toute l'histoire de la Grande-Bretagne et de la Petite-Bretagne de l'époque, un petit peu encore une fois cette ambivalence, et je pense que culturellement on a aussi laissé une place très importante à cette légende dans l'imaginaire collectif français, donc ce n'est que logique. Dans ce récit en particulier on va suivre donc le personnage de Morgane, et contrairement à tous les autres, ce n'est pas une réécriture de légende arthurienne, c'est l'écriture d'une légende morganienne, puisque
c'est Morgane qui va devenir la reine du royaume de l'ogre, c'est elle qui va sortir l'épée du rocher, et c'est elle qui va devoir se taper toutes les emmerdes politiques qui suivent ce grand chambardement. Encore une fois, c'est extrêmement moderne dans les personnages, dans les relations, dans les représentations qui font énormément plaisir à voir, surtout en high fantasy, surtout en high fantasy médiévale où on se taxe malheureusement bien trop souvent d'homophobie et de racisme parce que c'est historique alors que la fantaisie médiévale n'a souvent de médiéval que les armures et les épées, bref, et c'était vraiment une très chouette lecture. Je pense que c'est une des, si c'était ma réécriture préférée de toutes, tant elle coche toutes les cases, encore une fois, en termes de modernité, en termes de message, en termes de style d'écriture qui se lit tout seul et qui est extrêmement plaisant, en termes de personnages qui sont particulièrement attachants, en termes de thèmes abordés qui, encore une fois, me sont assez chers, tels que toutes les intrigues politiques du royaume de l'ogre que je prends énormément de plaisir à suivre et qui sont facilitées par la présence d'une carte en début de roman, ce qui n'est jamais négligeable et vraiment à souligner à mon sens. Et également, encore une fois, ce côté guerre de religion, ancienne religion de la déesse, nouvelle religion chrétienne et toutes les implications que ça peut avoir. C'est vraiment, encore une fois, une des thématiques pour moi très importantes dans la légende arthurienne et c'est très chouette la façon dont c'est écrit, je trouve. Donc pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, c'est pour moi une réussite en matière de réécriture. Ça fonctionne extrêmement bien, c'est très plaisant à lire. Et j'espère que Jean-Laurent Del-Socorro continuera à faire des réécritures historiques de cet acabit-là parce que c'est un vrai plaisir à découvrir. Et la transition n'est pas mal puisqu'on va parler bande dessinée. J'ai trouvé une petite bande dessinée dans mes étagères qui fait également partie des réécritures de légendes arthuriennes et où on se concentre encore une fois sur le personnage de Morgane qui est également un personnage secondaire de la légende et que j'affectionne également beaucoup et c'est donc le Morgane de Stéphane Fère qui est publié aux éditions Delcourt Mirage et qui est absolument magnifique comme tous les autres ouvrages de l'auteur, j'ai envie de vous dire. On est toujours dans ces traits très particulier dans ses coloris assez froides et toujours avec ses pages très monochromes ou bichromes que pareil j'affectionne particulièrement. C'est pas forcément mon livre préféré de l'auteur, il y en a d'autres qu'il a publié par la suite que j'ai vraiment absolument adoré, celui-là je l'ai beaucoup apprécié cela dit, mais à mon sens il y avait peut-être certaines choses qui n'étaient pas tout à fait autant abouties que ça pouvait être le cas dans ses ouvrages suivants que pour le coup j'ai lu avant celui-ci. Je pense que j'ai lu Peau de Mille Bêtes et Blanc autour avant Morgane et c'est là que le bas a peut-être un petit peu blessé parce que je l'aurais probablement beaucoup plus apprécié si ça avait été le premier livre de l'auteur que j'avais découvert. Cela étant dit, encore une fois, ça reste très bon, ça reste très beau, surtout, et avec un personnage de Morgane qui est très différent des précédents et très intéressant à suivre également. On est beaucoup plus dans le côté sorcière et femme sorcière et force dans cette magie que dans le précédent notamment où on était beaucoup plus dans l'aspect reine et politique de la chose. Donc c'est intéressant d'avoir ces deux interprétations du personnage de Morgane en parallèle. J'aimerais bien la relire honnêtement, cette bande dessinée, parce que encore une fois, je pense que ça doit faire 2 ou 3 ans que je me la suis procurée et que je l'ai lue. Donc c'est pas hyper clair dans ma tête et je pense qu'une petite relecture ne me ferait pas de mal, d'autant que ne serait-ce que pour les dessins c'est toujours extrêmement plaisant. Donc à l'occasion je pense que je me pencherai sur la question et je vous en reparlerai peut-être à ce moment-là. Toujours est-il que si vous cherchez une réécriture de légende arthurienne en bande dessinée, celle-ci est très cool. Et comme toujours pour ces vidéos réécriture, on va finir par des réécritures que je n'ai pas encore lues, mais qu'il me tarde de découvrir, qui m'intriguent beaucoup. La première a été traduite en français et c'est Legendborn de Tracy Deonn qui a été publié chez J'ai lu et qui est, je crois, une réécriture en mode un petit peu Dark Academia avec des personnages racisés et avec cette question notamment du racisme dans cette réécriture de légende arthurienne, ce qui est assez cool, je trouve. J'en ai entendu de très bons retours, mais il me semble que c'est du young adulte et j'ai ouï dire qu'il est question d'un triangle amoureux, donc j'avoue que je suis un petit peu réticente à me lancer dans l'aventure à cause de ces deux caractéristiques-là. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, peut-être que ça me motivera à sauter le pas. Mais ouais, mon cœur balance un peu pour cette série parce que d'un côté, j'en ai entendu d'excellentes choses, de l'autre, il y a des petits marqueurs qui risquent de ne pas forcément me plaire, donc je ne sais pas trop quoi en penser. Et le deuxième, par contre, me tente énormément. Je pense qu'on est assez loin d'une réécriture de légende arthurienne classique, mais ça a l'air plutôt pas mal. Et c'est So This Is Ever After de F.T. Lux
Lukens, qui pour le coup n'a pas encore été traduit en français et qui est vendu comme un carillon qui rencontre les légendes arthuriennes. Il me semble qu'il est question pour le coup de romance MM et de ce qui se passe à la fin après le Happily Ever After, le Il vécut heureux pour toujours, ce que je trouve très intriguant encore une fois et qui me tente beaucoup, mais comme c'est en anglais, c'est la raison qui justifie que je ne l'ai pas encore lu, que je ne me le suis même pas encore procuré parce que j'essaye de ne pas acheter plus de livres en VO que je n'en lis, ce qui n'est pas énormément en ce moment, donc je vais attendre un petit peu que mon rythme de lecture en anglais accélère pour peut-être me le procurer et voir ce que ça donne. En tout cas, je suis très curieuse, pareil, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu parce qu'il m'intrigue énormément et que si vos retours sont dithyrambiques, peut-être que je l'achèterai plus rapidement. Et voilà, c'en est tout pour cette nouvelle vidéo réécriture. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous avez lu d'autres livres des autoristes dont il est question, si vous avez d'autres recommandations à me faire en matière de réécriture de légendes arthuriennes. Je suis toujours très preneuse, ça me permet de découvrir d'autres titres et c'est très chouette. N'hésitez pas également si vous avez d'autres idées pour des vidéos réécriture que vous aimeriez que je fasse. Pareil, c'est toujours un plaisir et j'aime beaucoup réfléchir aux réécritures de tel ou tel mythe, de tel ou tel conte que j'ai pu lire et faire ma petite sélection. Donc si vous en avez en tête, mettez-moi ça en commentaire. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre et pour l'enthousiasme que vous manifestez globalement pour cette chaîne. Ça me fait toujours autant plaisir et j'en suis extrêmement reconnaissante. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine!